Ele é escritor e cineasta nascido em Cabul, capital do Afeganistão, mas passou a maior parte de sua vida morando na França. Aos 22 anos, ele saiu de sua terra natal, passou pelo Paquistão e aterrissou na França meses mais tarde. Atik Raimi guarda na memória e nas palavras de seus romances o contraste de sua vida. Ele vem ao Brasil lançar a sua mais nova obra, A Balada do Cálamo. Bon, merci, Monsieur Raimi, pour l'interview. Et particulièrement, quand j'entends le nom l'Afghanistan, le premier rappel que j'ai est du livre Le Cerf-Volant de Kaboul. Et ce livre raconte la transformation de Kaboul quand l'Union soviétique envahisse l'Afghanistan. Et vous avez vécu cette période-là. Comment est votre perception de la transformation de l'Afghanistan à partir de l'invasion des Soviétiques? Avant, c'était un pays qui s'ouvrait depuis un certain temps à la démocratie et à la modernité. En 1963, en Afghanistan, il y avait 3 femmes ministres, alors que ça n'existait pas nulle part ailleurs dans le monde. On avait des députés femmes au Parlement, des députés communistes, etc. Donc c'est un pays qui allait, évidemment, n'était pas toujours complètement formidable, socialement parlant, culturellement parlant, mais quand même c'est un pays qui avait petit à petit trouvé une voie de la modernité. C'est vrai que l'arrivée de l'Union soviétique, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à repousser les Afghans vers la résistance. La résistance a été protégée par les pays européens et par l'Amérique, notamment par les États-Unis d'Amérique, qui absolument voulaient se venger des Unions soviétiques à cause de leur défaite au Vietnam. Donc, ils voulaient que dans un pays comme l'Afghanistan, la religion soit le ciment de la solidarité et de réunir les Afghans contre l'Union soviétique. Donc, ce qui a basculé l'Afghanistan, les Afghans, vers la religion. Et ensuite, à côté, c'était l'Iran qui a fait la révolution islamique. De l'autre côté, le Pakistan qui est devenu le nid des islamistes wahhabites et sunnites. Donc voilà, là ensuite l'Afghanistan est entré dans une sorte d'engrenage géopolitique mondial. Et au commencement des années 80, votre père a été arrêté et torturé. Mon père a été arrêté en 1973. 73. Ouais. Et comment vous avez réagi à cette situation? Moi j'étais tout petit. Quand mon père a été arrêté en 1973 parce qu'il était monarchiste. Et en 1973, il y a eu un coup d'État en Afghanistan mené par le cousin du roi. Et il a mis mon père en prison. J'étais tout jeune et à ce moment-là, je voulais entrer au lycée franco-afghan aussi. Donc, c'était une période à la fois tragique, mais aussi en tant que jeune qui doit se préparer le concours pour entrer au lycée d'élite franco-afghan. Donc c'était aussi très excitant, mais bon. Et après, vous avez quitté l'Afghanistan en 1984. Et vous allez au Pakistan et après vous allez à la France. Vous êtes allé à la France. Et comment était cette odyssée pour arriver jusqu'à arriver à France?
J'avais quitté l'Afghanistan la première fois quand j'avais 16 ans. Hein. Je suis parti en Inde. De l'Inde, j'ai vécu 2 ans presque seul là-bas. Donc j'ai déjà eu l'habitude d'être seul. En plus, je suis un homme, j'étais très jeune, quelqu'un de très solitaire. Donc après, je suis retourné en Afghanistan et là, j'ai sorti clandestinement. Il faisait froid, c'était en décembre 1984 et on a fait 9 jours et 9 nuits de marche avec les jeunes, avec ma fiancée. Donc on a traversé les montagnes pour arriver au Pakistan. Une fois au Pakistan, donc j'ai contacté l'ambassade de France à Islamabad, au Pakistan, donc, qui donnait facilement l'asile politique aux étudiants, aux élèves du lycée franco-afghan. Donc au bout d'un mois et demi, j'ai eu l'asile politique et je suis rentré en mars 1985 en France. Royalement reçu, parce qu'à cette époque, vous savez, c'est pas comme aujourd'hui, où on voit les Afghans errer et faire des mois et des mois pour arriver en France dans des conditions atroces. Non, à l'époque, comme c'était la guerre froide, les Occidentaux recevaient facilement les Afghans et leur donnaient tous les moyens pour qu'ils vivent en paix et en asile politique. Et vous avez parlé du monde aujourd'hui. On voit aujourd'hui beaucoup de réfugiés de guerre qui sortent de l'Afghanistan, de Syrie et beaucoup de pays au Moyen-Orient. Et comme une réaction à cette immigration, on peut voir des réactions xénophobes. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec vous quand vous avez arrivé en France? Non, à cette époque, comme je vous ai dit, les Afghans étaient justement ces braves guerriers qui se battaient contre l'Empire, l'Union soviétique. Donc, on était le chouchou du monde entier. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, on nous recevait comme des princes. Donc, non, pas du tout. À aucun moment, je n'ai ressenti ce rejet des Afghans. C'est maintenant, malheureusement. Et quand vous avez arrivé en France, j'ai lu que vous ne parliez guère le français. Et comment était cette adaptation avec la langue? Non, j'avais un français élémentaire, mais c'est vrai que quand je parlais avec les Français dans les rues à Paris, je ne comprenais rien, grand-chose. Mais à cette époque, quand je voulais étudier la langue française à travers la littérature française. Donc je me suis inscrit à l'université des lettres modernes et à la faculté de littérature et pour apprendre le français. Ce n'était pas évident, mais voilà, je me suis battu pour apprendre correctement le français. Et qu'est-ce que vous lisiez dans cette époque? Le premier livre que j'ai acheté en France, c'était L'amant de Marguerite Duras, parce qu'elle venait juste de recevoir le prix Goncourt à ce moment-là, et partout il y avait son livre. Je l'ai acheté, je lisais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Mais par contre, voilà, je passais sur une page des heures et des heures et des heures pour décortiquer les phrases, chercher des mots. Ça m'a appris le français. Ouais, j'ai déjà lu un livre de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. Oui. Et c'est très bon. C'était une lecture tranquille, on peut dire comme ça. Et maintenant, parlant de vos œuvres, votre première œuvre, Terre et cendres, votre premier roman, évoque la douleur de la guerre. Et le livre, maintenant, La balade du Calame,
évoque l'exil. D'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire que vos romans, ils vont refléter, ils vont parler de votre vie jusqu'à arriver en France et de votre passé? Oui, même dans la balade du Calam, je parle de mon passé, je parle même de mon enfance, ce que je n'ai pas parlé dans les autres livres. Je parle de ma mère, de mon père, de mon soeur, etc. C'est plus de ma vie, donc c'est une sorte d'autobiographie, mais d'une manière assez particulière. C'est plutôt le rapport avec l'exil et la création. Et raconter comment je suis arrivé à ce stade-là, à ce stade de l'écriture et de penser l'exil. Donc, oui, oui. Les autres, en effet, les livres que j'écris, mes 2 premiers livres, je les ai écrits en persan, dans ma langue maternelle, donc qui parlent de la guerre, bien sûr, de la même, mais c'était les guerres à l'époque des communistes, à l'époque des soviétiques. Les 2 romans après, c'est-à-dire Pierre de Patience et Moudissois Dostoïevski, ces 2 romans parlent d'Afghanistan après les soviétiques. Je parle dans Moudissois Dostoïevski, justement c'est la guerre civile, durant la guerre civile, sur un jeune. Et puis, dans Sang et Sabour, Pierre de Patience, sur les conditions des femmes. Mais j'ai jamais voulu rester juste pour une sorte de reporter de l'histoire d'Afghanistan. Je n'ai pas cette force de Khaled Hosseini de raconter voilà, l'histoire d'Afghanistan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature, l'écriture. Pas l'histoire d'un pays, que ce soit même l'histoire de mon propre pays. Moi, c'est l'individu qui est plus important pour moi. Sur ce qui se passe, ce qui s'est passé en Afghanistan, on a eu des livres des grands reporters, des livres des grands journalistes, des grands politiciens qui ont parlé de cette guerre, qui ont parlé de la société afghane sous la guerre, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment un être individu vit cette guerre. Moi, je ne parle pas de la guerre comme spectacle, mais je parle plutôt des conséquences de la guerre sur un être individu. Ce qui m'intéresse, c'est la tragédie humaine dans la catastrophe de l'histoire, de la grande histoire. Donc, voilà, et bien sûr, comme j'ai vécu en Afghanistan, comme j'ai eu beaucoup d'expérience aussi, très jeune, avec mon père et mon frère qui était devenu communiste, ensuite qui a été tué. Donc, bien sûr, je m'inspire de ma vie aussi. Mais pour moi, ce qui est important, c'est montrer vraiment, même un Afghan, pas comme un être afghan de ce pays-là pendant la guerre, mais un Afghan comme un être individu, et puis chercher qu'est-ce qu'il y a d'universel chez lui. Et vous avez parlé de votre frère. J'ai lu que vous avez reçu la mort de votre frère seulement 2 ans après. 2 ans après que ce soit passé. Et comment était cette situation? Parce que je n'étais pas en bon terme avec mon frère. Lui, il était communiste, moi, j'étais anarchiste. On ne partageait pas les mêmes opinions politiques. Donc, quand j'ai quitté l'Afghanistan, je ne lui ai même pas dit au revoir. Donc, c'est peut-être pour ça, et plus tard, quand j'ai su, la famille, mon père, et mes parents, ils n'ont pas voulu me mettre au courant très vite. Parce que pour eux, voilà,
j'étais tout seul en France, comment je ferais le deuil, etc. Mais il ne comprenait pas justement ce que pourrait être l'effet d'un tel justement acte au lieu de me protéger, au contraire. Ils m'ont quand même mis dans une situation tragique parce que pendant 2 ans, je suis resté sans nouvelles, sans savoir ce qui s'était passé. Et d'un seul coup, j'apprends que ça y est, mon frère a été tué. Et Terre et Cendre raconte un peu ça, c'est-à-dire je me suis mis dans la tête de mon père pour voir pourquoi il n'a pas voulu m'annoncer la mort de mon frère, d'une certaine manière. Ouais, et en parlant de nouveau de la balade de Calam, ici, vous avez dit que le livre évoque l'exil. Et c'est une question conceptuelle, mais pour vous, qu'est-ce que c'est l'exil? Ah, l'exil, justement, j'écris ce livre pour savoir ce que c'est que l'exil. Hein. Et l'exil est une expérience assez particulière, comme la naissance, comme la mort. On ne peut pas le raconter comme ça. Si on le raconte, on ne tombe que dans les anecdotes. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Mais ce qui se passe à l'intérieur d'un exilé, c'est comment il est transformé, vers quoi il est allé. Il y a 1001 choses. Et donc, on ne peut pas raconter comme ça. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de livres sur l'exil, beaucoup de témoignages sur l'exil. Mais tout ça, ça raconte comment ils ont quitté, comment ils sont vus, les premiers contacts qu'ils ont eus avec un autre monde, etc., etc. Mais leur transformation, et puis cette distance qu'ils prennent par rapport au pays, etc., ça, on ne peut pas savoir. C'est très compliqué. J'ai beau vous décrire et décrire des jours et des jours. À la fin, oui, à la fin, et à la fin. Mais vous, qu'est-ce que je ressens mais aujourd'hui? C'est une question, comme je vous ai dit, c'est comme la mort. Pour sentir ce que c'est que mourir, il faut mourir. Oui. Et en parlant, vous avez déjà adapté vos romans pour le cinéma. Comment a été cette adaptation? Quelles sont les différences d'écrire un livre et de faire un film? Oui, mais j'ai commencé à faire des films bien avant d'écrire en France. Parce que quand je suis arrivé en France, je ne voulais pas écrire en persan dans ma langue maternelle. Donc je me suis orienté vers le cinéma, vers un langage accessible pour moi, etc. Donc j'ai fait des films documentaires pour la télé française, etc. Ensuite, les romans sont venus après. Et quand mes romans ont eu du succès, on m'avait proposé d'adapter. Mais au début, à chaque fois, je résistais d'adapter. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me répéter encore une fois à l'image. Je ne voulais pas dire la même chose que j'ai dit dans le roman. Il fallait que je trouve une autre chose. Donc, prenons par exemple le cas de Terre et Cendre. C'était dans le roman, dans le petit livre, la question c'était dire ou ne pas dire le deuil, comment ça se passe dans la tête, etc. Dans le film, moi c'était plutôt l'attente qui m'intéressait plus, l'attente d'un camion qui n'arrive pas. Donc c'était plutôt une étude de deuil et l'attente dans ce deuil, et une réflexion sur le temps de deuil. Oui, mais Monsieur Raimi, merci beaucoup pour l'interview. Rafael Abduchi para a TV PUC Rio.